Voilà. Bonjour, bienvenue à ce webinaire avec Acticor Biotech, avec qui on va parler d'AVC, notamment de traitement pour mieux traiter l'AVC. Donc, je suis avec ses dirigeants. Merci de votre présence. Bonjour à vous. Bonjour. 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 Voilà, donc votre actualité, l'actualité d'Acticor Biotech, c'est son introduction en bourse, qui est notamment proposée jusqu'au 27 octobre, et on peut y souscrire avec un PEA ou un PEA-PME, notamment quand on est client EasyBourse. Alors, l'objectif de ce webinaire sera de bien comprendre effectivement cette opération, mais aussi de bien comprendre votre activité, votre création de valeur, votre potentiel de développement, et également d'échanger, puisque les participants peuvent poser leurs questions avec l'écran de configuration. Moi, je vois apparaître les questions sur mon écran et je peux donc les poser à nos 4 dirigeants. Voilà. Donc, je vous propose, mesdames et messieurs d'Acticor Biotech, de commencer à nous dire qui vous êtes. Bonjour à tous et merci de nous accueillir dans ce webinaire. Donc, je vais commencer par me présenter, même si c'est très impoli en France. Donc, je m'appelle Gilles Avenard, je suis médecin, je suis hématologue et j'ai passé la moitié de ma carrière dans l'industrie pharmaceutique et l'autre moitié dans les biotechnologies, où j'ai été le cofondateur de BioAlliance Pharma, qui est devenu Onxeo, et je dirige Acticor depuis maintenant près de 8 ans. Je laisse la parole à Sophie. Merci Gilles. Bonjour, je suis Sophie Binet, donc je suis directeur général délégué et directeur scientifique d'Acticor Biotech. Je suis scientifique de formation, j'ai une thèse en immunologie. J'ai passé la première partie de ma carrière dans la recherche académique avant de rejoindre le domaine des biotech, où j'ai été directeur R&D de plusieurs sociétés de biotech, avant de rejoindre donc Acticor il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Merci Sophie. Yannick? Je m'appelle Yannick Plétan, je suis médecin, j'ai travaillé à l'hôpital pendant pas mal d'années, à la suite de quoi j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique et j'ai participé au succès d'un certain nombre de médicaments que vous connaissez bien, et j'ai rejoint en 2016 Acticor comme directeur médical. Merci beaucoup Yannick. Eric? Oui, bonjour à tous, Eric Cohen, je suis le directeur financier d'Acticor depuis 2016. Auparavant, j'ai été directeur financier d'autres sociétés de biotechnologie et de medical device, de medtech, comme Monaca Technologies ou Ibrigenix, et j'ai démarré ma carrière dans l'industrie pharmaceutique comme directeur financier chez Teva. Merci beaucoup Eric. Nous allons donc vous parler d'Acticor Biotech, qui est une spin-off de l'INSERM qui a été fondée en 2016. Nous développons en fait un anticorps monoclonal, le mot est peut-être barbare, mais c'est un produit biotechnologique qui est destiné à traiter les urgences cardiovasculaires. Les urgences cardiovasculaires, ce sont l'accident vasculaire cérébral, l'embolie pulmonaire, l'infarctus du myocarde, au moment où le patient arrive à l'hôpital. Donc, nous ne sommes pas un traitement chronique, nous sommes vraiment un traitement de ce qu'on appelle dans notre jargon la phase aiguë. Le développement clinique est relativement avancé, vous allez le voir, et puis nous sommes aujourd'hui dans la société une vingtaine de personnes. Nous venons tous de l'industrie pharmaceutique et nous sommes complètement dédiés au développement de ce médicament. 2 mots très rapidement de l'accident vasculaire cérébral. Il y a 2 types d'accidents vasculaires cérébraux. Les AVC qu'on dit ischémiques, c'est l'obstruction d'une artère cérébrale, et la principale cause, c'est la fibrillation auriculaire, ou une pathologie qu'on connaît bien, c'est l'athérosclérose. Et la deuxième cause sont les AVC hémorragiques. Et les premiers représentent 85%. Et ce qui est important de garder en tête dans notre présentation, c'est que les premiers peuvent se transformer en hémorragie. Et donc, la principale complication des AVC ischémiques, c'est l'hémorragie. Et comme vous allez le voir sur la slide suivante, l'AVC représente en fait la première cause d'invalidité chez l'adulte. C'est la deuxième cause de décès dans le monde. Donc, c'est une pathologie extrêmement fréquente. Environ 150 000 AVC par an en France, 4 millions dans le monde. Sur ce petit schéma que vous allez revoir tout à l'heure avec Yannick, vous avez globalement ce qui arrive quand on fait un AVC, quelle que soit la sévérité. Et vous avez en vert les sujets qui reviennent à une vie normale, et puis en bleu et rouge, les sujets qui ont un handicap. Et comme vous le voyez, eh bien, plus de 40% des patients gardent un handicap sévère sur plus de 50%, plus de la moitié des patients qui font un AVC, qui gardent un handicap. Et un handicap sévère,
il faut se le représenter malheureusement comme une hémiplégie, être en fauteuil roulant, ne plus pouvoir retravailler, avoir une aphasie, avoir une paralysie d'un membre. Bien sûr, le coût pour la société est très important, comme vous le voyez sur la slide, et c'est le coût, évidemment, des aidants, c'est le coût du non-travail, c'est le coût du non-retour à une vie normale. Sur ce schéma, et je vais aller très vite là, c'est les deux traitements qui sont utilisés pour traiter un accident vasculaire cérébral. Il y a un médicament qui s'appelle l'altéplase, qui doit être donné dans une fenêtre de temps très courte, 4h30. Au-delà de 4h30, il y a un risque d'hémorragie cérébrale, comme on l'a vu. Donc le médicament, il passe de bénéfique à nocif. Et puis, il y a une efficacité qui est relativement limitée, environ 30%. La deuxième technique, c'est une technique que chacun d'entre nous connaît, qui est celle qu'on pratique dans le cœur quand on fait un infarctus du myocarde et qui consiste en fait avec un cathéter à aller chercher le caillot pour désobstruer l'artère. Et aujourd'hui, on peut le faire dans le cerveau. C'est une technologie très nouvelle, qui a moins de 5 ans, mais par contre, encore une fois, il y a 50% des patients qui gardent un handicap. Et donc, il y a un vrai besoin médical. C'est là où nous sommes pour avoir un médicament qui améliore la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral, qui fasse qu'il y a moins de patients qui ont un handicap, tout ça sans provoquer d'hémorragie. Juste un mot de science, mais là je vais aller très vite et je vais vous passer une petite vidéo pour vous montrer le mécanisme d'action. Notre anticorps, il va se fixer sur les plaquettes sanguines que vous avez schématisées ici. Les plaquettes sont les petites cellules qui contribuent à l'arrêt du saignement normalement quand on se coupe, par exemple, mais également quand on a une artère bouchée qui vont venir se fixer sur le caillot. Et je vais vous passer directement la vidéo qui va vous expliquer notre mécanisme d'action. Sur cette vidéo, j'espère que vous la voyez. Sur cette vidéo, je ne sais pas comment la passer, on voit, bon, on ne la passe pas, alors je vais vous montrer l'image précédente. Sur cette vidéo, on a formé dans une sorte de tube à essai un caillot que vous voyez en rouge sur la photo de gauche, et puis sur ce caillot, on fait agir le médicament qui va dissoudre le caillot, qui est le médicament habituel de l'accident vasculaire cérébral. Et vous voyez que le caillot se dissout effectivement, sa taille diminue, mais par contre, on rajoute du sang avec des plaquettes qui sont colorées en vert. Et qu'est-ce que l'on voit sur la figure de droite? Eh bien, on voit que le caillot se dissout complètement, mais que les plaquettes continuent à venir s'agréger sur ce caillot. Et en fait, notre médicament, il est exactement là, il va empêcher la fixation des plaquettes sur le caillot et donc il va améliorer sa dissolution. Voilà tout ce que je peux vous dire sur la science. Et donc notre anticorps, rappelez-vous, il se fixe sur les plaquettes et il va améliorer la dissolution du caillot. Voilà. Je vais passer la parole maintenant à Sophie qui va vous dire 2 mots sur le produit lui-même. Oui, quelques mots sur le glenzocimab. Donc, c'est un fragment d'anticorps monoclonal. C'est un produit biologique donc, qui cible la protéine GP6 présente sur les plaquettes. C'est un biologique, donc il est produit à partir de lignées cellulaires qu'on appelle des lignées CHO qui sont très largement utilisées en biotechnologie avec une technologie d'expression de protéines qui s'appelle la technologie JPEX qui vient de Stick-Talent aux États-Unis. La substance active est produite chez Merck Millipore, qui est une société basée dans le sud de la France. À ce jour, nous avons produit 4 lots dits de bonnes pratiques de fabrication qui nous ont permis d'alimenter nos essais cliniques que va vous décrire Yannick tout à l'heure. Se présente sous forme de petits flacons que vous voyez sur la photo. Donc, c'est une solution pour infusion. Donc, c'est des vials de produits liquides qui se conservent à 4 degrés et qui ont une durée de stockage de 3 ans. Quelques mots également sur la propriété intellectuelle. Donc, le glenzocimab est protégé par 3 familles de brevets. Une première famille de brevets qui protège son utilisation dans les maladies thrombotiques. Ce brevet était délivré aux États-Unis. On attend la procédure est en cours d'examen
en Europe et on attend une délivrance assez prochainement en Europe. Une deuxième famille qui protège son mode d'administration, qui est une administration sous forme de perfusion avec une première partie en bolus pour saturer les plaquettes et une deuxième partie en infusion plus lente pour maintenir l'agrégation, l'activité de l'anticorps. Cette procédure est en cours d'examen en Europe et aux États-Unis. Et enfin, une dernière famille qui protège l'utilisation de l'anticorps dans le syndrome de détresse respiratoire lié au Covid-19 que nous avons déposé l'année dernière et qui n'est pas encore publié. Merci beaucoup, Sophie. Je vais passer la parole à Yannick qui va vous présenter non seulement le programme de développement clinique, mais également notre ambition en termes de résultats. Et je pense que ça, c'est très important. Merci à toi, Gilles. Merci à vous deux. Donc, je vais essayer de rester simple en partant du même schéma qu'a montré Gilles tout à l'heure, à savoir qu'est-ce qui se passe chez le sujet tout venant, ce que vous avez vu sur la partie gauche de ce schéma. Quand on applique le traitement, le seul traitement pour l'instant approuvé et efficace, on voit qu'on améliore effectivement un petit peu le nombre de sujets qui reviennent à la normale, mais on est toujours en dessous de la barre des 50%. On a moins de décès, mais en même temps, on garde un énorme tribut de handicap et on s'aperçoit que sur la proportion entre les handicaps sévères et légers, on n'a pas eu un effet très important. Donc nous, ce qu'on ambitionne avec notre produit qui s'appelle Glenzocimab, c'est de faire passer cette fameuse barre symbolique des 50%, donc plus d'un patient sur deux qui retrouve une vie normale après un accident vasculaire cérébral. Et pour ça, on veut diminuer le nombre de sujets handicapés et le faire passer de 38 à 22%, c'est-à-dire le réduire considérablement. Et à l'intérieur de ce handicap, forcément, aussi diminuer la proportion des sujets qui n'auront plus une vie normale, mais qui vont revenir à une vie avec un handicap plus léger. Voilà, donc ce sont ces hypothèses qui sous-tendent aussi nos essais cliniques. Donc, vous savez que pour qu'un médicament arrive sur le marché, il faut réaliser un certain nombre d'essais cliniques. Ces essais cliniques s'enchaînent sous forme de phases, de la phase 1 à la phase 3. Donc, on a commencé par une première étude dite de phase 1, c'est les volontaires sains. Le but étant de montrer que le produit, quand il est administré tout seul à des sujets normaux, eh ben, il n'entraîne aucun effet négatif. Dans un deuxième temps, ce sont des patients qui ont reçu le traitement avec deux phases. Une première phase où on a fait comme pour les volontaires sains, on a testé plusieurs doses pour voir si c'était bien toléré en association avec le traitement de référence dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, ayant défini cette dose, on l'a expérimenté sur un nombre plus important de patients contre un placebo, donc pour voir un effet qui soit spécifique du produit. Et puis, arrivé là, le but, c'est d'aller jusqu'à un enregistrement du produit par les autorités de santé pour que le produit puisse aller sur le marché. Et pour ça, on s'adresse à un nombre plus important de patients dans une situation qui est beaucoup plus proche de la vraie vie. Donc, je vous montre ça très rapidement. Les volontaires sains, on confirme que le produit a un effet tel qu'attendu. On n'augmente pas le temps de séjour. Yannick, on t'entend plus. Pressenti sur le produit, donc on vérifie bien que ce que l'on a produit est exact. Pardon? Non, on t'entendait plus. On m'entend plus? Non, c'est bon. Ah, excusez-moi. D'accord. Et on a trouvé des doses qui étaient parfaitement bien tolérées de la première à la dernière, et c'est ça qui est important. Donc on passe avec cette dose à l'étude suivante, qui est une étude cette fois-ci chez les malades. Chez les malades, donc première partie, on recherche à nouveau parmi les doses déjà testées la dose efficace et bien tolérée. Et on s'aperçoit que la dose de 1000 mg, c'est-à-dire 1 gramme par jour, 2 flacons, comme a expliqué tout à l'heure Sophie, représente la dose idéale pour pouvoir traiter nos sujets. On a surtout montré dans cette étude, dès les premiers 60 patients, qu'on n'avait pas plus d'événements de saignement intracérébraux qu'avec le produit de référence. Autrement dit, notre produit ajouté n'entraîne pas d'effets secondaires de type de saignement. Et c'est une information extraordinairement importante parce que, comme l'a expliqué Gilles, tous les produits jusqu'à présent ont fait saigner les patients. Donc cette étude elle a été menée dans 6 pays européens. Aujourd'hui, on a recruté un total de 167 patients et on est en train d'analyser les résultats. Mais comme on sait déjà que le produit est bien toléré, eh bien, on est passé avec l'autorisation d'un comité indépendant et de nos autorités à la phase suivante que je vais vous montrer maintenant.
Donc cette phase, elle est fondamentale parce que c'est la colonne vertébrale de notre dossier d'enregistrement pour que le produit se trouve sur le marché dans tous les pays européens, aux États-Unis et si tout va bien en Asie. Donc on évalue l'efficacité du produit qui vient, comme vous l'avez compris, en complément du traitement de référence, donc dans les 4h30 suivant l'accident vasculaire cérébral. Là, on a l'ambition de traiter 1000 patients et on va traiter la moitié d'entre eux avec le produit à la dose de 1 gramme par jour, 1000 mg, et l'autre moitié avec un placebo. Et l'étude sera conduite en Europe et aux États-Unis, dans de nombreux pays. Voilà. Le critère d'évaluation est un critère qui doit nous permettre d'enregistrer le produit sur les marchés. Et bien entendu, à côté de la récupération fonctionnelle, ce qui est très important, on va regarder aussi la qualité de vie et la sécurité de ce médicament. On va avoir une première vision sur les résultats dès le deuxième trimestre 2023. Parallèlement à cette étude, une autre étude est lancée qui sera lancée par l'assistance publique des hôpitaux de Paris, donc les hôpitaux que vous connaissez, universitaires. Et cette étude, elle va cette fois-ci s'intéresser à la fenêtre de 0 à 24 heures et va s'intéresser aussi à l'association à la thrombectomie, ce qu'a expliqué Gilles tout à l'heure, ce petit cathéter par lequel on retire les caillots. Donc les résultats nous seront parvenus probablement à peu près en même temps que les résultats. Une vision sur les résultats de l'autre étude et on aura aussi des résultats intermédiaires au deuxième trimestre 2023. Donc ces études ont été faites avec des experts mondiaux de très grande réputation. À droite, vous avez les experts européens qui nous ont aidés, à gauche, les experts américains. Et vous voyez comme on s'apprête à faire l'étude aux États-Unis. On a aussi mis une équipe d'Acticor, donc de la société, aux États-Unis pour surveiller cette étude. Donc, du point de vue réglementaire, c'est important. Vous savez que notre domaine est extrêmement réglementé, donc il faut passer sous les fourches codines des autorités pour pouvoir avoir le droit d'aller sur le marché, ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. On a tout un ensemble d'études et de données qui vont être présentées fin 2025 ou début 2026, en espérant obtenir un enregistrement et donc une mise sur le marché dans le premier des pays, probablement les États-Unis et très rapidement aussi en Europe, dès 2026. Et pour ça, bien entendu, on a pris des garanties en discutant avec les autorités de santé et on a commencé aussi à dialoguer avec les autorités asiatiques. Donc, on a 3 études principales qui vont soutenir notre programme dans l'accident vasculaire cérébraux, 2 conduites par nous, 1 conduite par des académiques. Et à côté de ça, on a 3 études exploratoires qu'on a lancées ou qu'on va lancer. Donc la première, elle est dans le Covid. Je vais vous en parler tout de suite, si je peux avoir la slide suivante. Donc dans le Covid, on sait que malheureusement, les gens qui ont les formes sévères du Covid, et y compris ceux qui sont décédés, ont des problèmes de thrombose dans leurs petits vaisseaux et aussi dans leurs gros vaisseaux, et que c'est ça qui bouche les artères et que c'est ça qui bouche les vaisseaux des capillaires, qui entraîne les difficultés respiratoires et aussi la faillite des organes, qui entraîne ces gens à être en réanimation. Donc on s'est dit que notre médicament avait toutes les caractéristiques et puis des preuves aussi chez l'animal qu'il pouvait être efficace dans cette pathologie. Donc on a lancé un essai tout à fait exploratoire et comme l'épidémie commençait un peu à s'éteindre en France, et tant mieux, on a travaillé en partie en France et en partie au Brésil. L'étude est terminée maintenant et on va regarder si on a été capable d'éviter l'aggravation des sujets quand on a traité les patients 3 jours de suite avec notre produit. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de plan de suivi. Personne ne sait dire ce que va devenir la pandémie, mais on a lancé cette étude parce que c'était aussi notre rôle éthique en tant que société de biotechnologie travaillant dans ce domaine, de faire quelque chose par rapport à ces patients. Donc là, l'étude suivante est une étude que nous menons ou que nous allons mener dans l'embolie pulmonaire. Comme Gilles a expliqué tout à l'heure, c'est une urgence importante. 50%, la moitié des patients n'a pas de traitement réel pour l'instant, mais on est sur l'embolie pulmonaire. On ne les traite pas réellement, donc les patients souffrent, ils ont du mal à respirer, et s'ils ont un passé cardiaque, eh ben, ils risquent que les choses s'aggravent.
Par conséquent, on va faire une étude très spécifique là-dedans. C'est une étude pilote au départ, et on va regarder si on est capable de pouvoir produire un traitement pour ces gens-là. On a un troisième essai qui est aussi exploratoire, cette fois-ci dans une pathologie très fréquente, qui est l'infarctus de myocarde. L'étude sera faite en Angleterre et on va regarder si on est capable de diminuer la taille de l'infarctus, autrement dit de sauver une partie du cœur en administrant notre produit en perfusion immédiatement quand le patient arrive à l'hôpital. Voilà. Donc ce sont nos 3 essais exploratoires qui viennent compléter l'ensemble des études qu'on a prévu de faire dans l'accident vasculaire cérébral. Merci beaucoup Yannick. Juste avant de passer la parole à Eric pour la partie plus opération, donc vous l'avez compris, vraiment notre colonne vertébrale, c'est de démontrer l'efficacité de notre produit dans l'accident vasculaire cérébral. C'est un besoin médical qui est vraiment non satisfait. On peut dire, malgré le nombre de patients, je le rappelle, 150 000 en France, on peut dire que la maladie est orpheline de traitement et c'est vraiment notre mission de développer un nouveau traitement pour l'accident vasculaire cérébral. Et puis, parallèlement, nous souhaitons évidemment étendre nos indications aux indications que Yannick vous a développées, donc l'embolie pulmonaire, l'infarctus du myocarde, et puis de façon, je dirais, opportuniste et scientifique, le Covid-19, en regardant comment évolue cette épidémie. Vous avez quelques chiffres, excusez-moi, vous avez quelques chiffres sur le nombre de personnes qui font un AVC en France, en Europe, aux États-Unis chaque année, notamment sur l'AVC ischémique, notamment. En France, c'est 150 000 AVC, c'est 150 000 AVC par an. En Europe, c'est de l'ordre de 1 million. Et on estime que dans le monde, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis, la Chine, le Japon, c'est environ 4 millions d'AVC par an. Donc, c'est un chiffre extrêmement important. Et excusez-moi, encore une question. Et la part qui peuvent être traitée dans les 4h30 Eric va vous le dire tout de suite. Voilà, c'est environ un quart de ces patients. Okay, merci. Eric, je te relaisse la parole. OK. Sauf si vous avez d'autres questions, on peut prendre aussi les questions avant de… Allez-y. D'accord. OK, donc la conclusion en termes de nouvelles importantes liées à ces essais cliniques et aux résultats de ces essais cliniques. Donc, il y a des premiers résultats qui vont être donnés dès le premier trimestre 2022 qui vont avoir une importance. Donc, sur l'étude Actimis dont a parlé Yannick et sur l'étude Garden dans le Covid. Puis, il y a ensuite une autre série de résultats importants qui vont arriver au deuxième trimestre 2023 sur l'étude ActiSafe, qui est donc l'étude d'enregistrement. On va avoir une première partie d'analyse après 200 patients. Puis également dans l'étude Green, on aura des premiers résultats intermédiaires en Q2 2023, au deuxième trimestre 2023, sur 120 patients. Donc, ce sont les prochaines étapes importantes dans lesquelles on va avoir, on l'espère, des indicateurs de confirmation de l'efficacité du produit. Et évidemment, ça a une incidence considérable sur la capacité de notre produit à être enregistré bientôt. Prochaine slide. Donc, pour continuer sur la partie, je dirais, taille de marché, chiffre d'affaires potentiel pour Acticor. Donc, le bassin de population, vous l'avez compris, donc on part de 4 millions d'AVC globalement. On applique, en fait, on regarde combien de patients vont arriver à l'hôpital dans les 4h30 les 4 premières heures. Donc, on estime que c'est environ 20% de patients qui seront à l'hôpital en 2026, ce qui nous fait un bassin potentiel de 800 000 patients. Et le prix, ensuite, si on veut avoir un chiffre d'affaires, on regarde du côté du prix. Alors, on vous donne une première information importante, c'est que le seul médicament enregistré aujourd'hui sur le marché qui traite les patients avec un AVC se commercialise à hauteur de 5 000 $ aux États-Unis et de 500 € en Europe. Et nous, on estime qu'on va pouvoir négocier un meilleur prix pour plusieurs raisons assez techniques, mais qui sont liées surtout aux bénéfices que l'on va générer dans la société, en fait, en réduisant le nombre de personnes handicapées. Sur le long terme, ça fait des gains, des économies, en tout cas sur les dépenses de santé. Voilà. Donc, on a globalement un potentiel sur le Genzocimab qui dépasse largement les milliards de dollars, et on peut le comparer aussi au chiffre d'affaires réalisé par l'Alteplase, donc le seul médicament commercialisé aujourd'hui, qui fait déjà 1,7 milliard de dollars par année. Voilà.
Sur la slide suivante, donc c'est pour vous indiquer, oui, on peut passer à la slide d'après. Donc, aujourd'hui, on a été financé à hauteur de 44 millions d'euros pour arriver jusqu'à cette étape-là, qui est donc une étape clinique en fait de phase 2-3, qui est donc la dernière étape avant l'enregistrement du produit. Ces fonds ont été apportés en grande partie par des fonds d'investissement santé spécialisés en santé, avec un syndicat très international. Vous retrouvez ici des gens comme Go Capital et Carista, qui sont des fonds d'investissement biotech français. Vous retrouvez ici également une plateforme de crowdfunding Anaxago, que vous connaissez certainement, qui a cru dans Acticor. Enfin, en tout cas, ces dirigeants ont cru dans Acticor dès le début, dès 2015, à l'époque où il y avait vraiment l'ébauche seulement d'un produit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans Acticor, à travers la holding d'Anaxago, il y a près de 500 investisseurs particuliers qui sont actionnaires de l'entreprise. Ensuite, on a un fonds d'investissement belge spécialisé en biotech aussi, qui s'appelle Newton Biocapital, et puis trois fonds d'investissement qui sont reliés à des sociétés pharmaceutiques, pour vous montrer effectivement aussi tout l'intérêt déjà des sociétés pharmaceutiques autour du produit. Donc la première, c'est une société italienne qui s'appelle Mediolanum, qui détient une participation importante dans Acticor, qui soutient la société depuis maintenant 2016, et puis deux fonds d'investissement asiatiques. Vous savez, l'AVC en Chine et dans certains pays asiatiques a encore plus d'incidence et de prévalence qu'en Europe et aux États-Unis. C'est déjà en Europe et aux États-Unis, c'est déjà une pathologie majeure, mais en Chine, au Japon, ça l'est encore plus. Donc, il y a un fort intérêt des sociétés pharmaceutiques chinoises, japonaises, coréennes pour le glenzocimab. Alors, la première conséquence, c'est que nous avons fait rentrer au capital un fonds d'investissement chinois qui est relié à une société pharmaceutique qui s'appelle CMS et qui aujourd'hui détient les droits de notre produit sur la Chine, donc les droits de commercialisation sur la Chine. À côté de ça, vous avez une autre société qui s'appelle Mirae, qui est un fonds d'investissement coréen et qui lui aussi est associé à une société pharmaceutique coréenne. Voilà. Donc, au global, 44 millions d'euros levés. Et la société a aussi sécurisé des financements non dilutifs parce qu'elle a été lauréate d'un certain nombre de prix et de récompenses. Dans ces récompenses, on trouve le concours mondial de l'innovation, on trouve la participation à la French Tech 120, on trouve le concours Gallia. Enfin, voilà, un certain nombre de prix auxquels la société a pu bénéficier depuis sa création, depuis 2014. Voilà. On peut peut-être revenir aux premières slides pour parler de l'opération. Quelques mots sur les éléments techniques de l'opération. Voilà, donc les principales modalités. Donc la société se cote sur Euronext Growth. Est-ce que Jean-Baptiste voulait le faire Non, vas-y, je compléterai si besoin. Parfait. Donc, avec une fourchette donc il y a eu bien sûr une offre à prix ouvert pour le public et une offre auprès d'un placement global auprès d'institutionnels, comme c'est le cas souvent. Une fourchette de prix donc entre 7,12 € et 9,62 €, ce qui va permettre d'émettre presque 2,4 millions d'actions nouvelles, avec un prix, une taille de capital, enfin d'augmentation de capital de 20 millions d'euros au milieu de fourchette, ce qui peut être porté à 23 millions d'euros en cas de clause d'extension et à 26 millions d'euros en cas d'exercice de la clause de surallocation. Les historiques sont participants à cette opération. Ils ont quasiment tous souhaité participer à l'opération. Donc, ils vont souscrire à hauteur de 10,3 millions d'euros d'actions nouvelles. Ce qui va donner une potentielle capitalisation entre 77 millions d'euros et 104 millions d'euros. Et un flottant entre 11 et 18%. Voilà. Et les historiques ont évidemment pris l'engagement de conserver leurs titres pendant 365 jours, comme c'est souvent d'usage dans cette activité. Voilà. Donc, on peut participer jusqu'au 27. Ah, bah voilà, c'est là le slide. Je te laisse. Vous voulez commenter le calendrier? Non, allez-y. Alors, le calendrier, donc l'offre est ouverte depuis le 15 octobre. L'offre publique se clôturera le 26 octobre et on aura un règlement de livraison des actions le 29 octobre pour une première cotation le 1er novembre. Voilà, et donc on peut souscrire avec un PEA, un PEA PME ou pourquoi pas un compte titre. Notamment, quand on le fait sur EasyBourse, on peut le faire directement en ligne depuis sa messagerie. Et je précise qu'il n'y a pas de frais de courtage sur EasyBourse quand on participe à une introduction en bourse. Et ceux qui souscrivent hors PEA ou PEA PME, ils bénéficient du système de l'IR, l'avantage de l'IR. Exactement. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Donc,
Juste un mot de conclusion. Acticor Biotech n'est plus tout à fait une société de biotech, c'est déjà une société pharmaceutique puisque nous sommes dans une phase d'enregistrement de notre produit. Nous sommes évidemment dans un marché, vous l'avez compris, qui est extrêmement important pour un besoin médical non satisfait malgré la fréquence d'une pathologie que l'on connaît tous. Notre ambition et notre seule motivation aujourd'hui dans Acticor, c'est bien sûr de réduire le handicap, c'est-à-dire augmenter le nombre de patients qui retrouvent une vie complètement normale et puis réduire le nombre de patients qui ont un handicap sévère et qui se retrouvent en fauteuil roulant et qui n'ont plus du tout une vie normale. Voilà, écoutez, on est à votre disposition pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. Il y a quelques questions sur la concurrence. Voilà. Est-ce que vous avez des concurrents qui se rapprochent de vous, qui sont sur le même segment? Alors, on a, contrairement, Sophie est en train de chercher une slide, mais contrairement à des pathologies comme le cancer, il y a très peu de concurrents. L'explication en est que, d'abord, les pathologies cardiovasculaires sont au plan chronique des pathologies qu'on appelle matures, c'est-à-dire l'hypertension artérielle est bien traitée, la prévention de l'infarctus du myocarde est bien traitée, la fibrillation auriculaire est correctement traitée. Donc finalement, l'industrie pharmaceutique a diminué son effort de recherche et puis, comme vous l'avez vu, dans l'accident vasculaire cérébral, eh bien, le risque d'hémorragie est tellement important que les essais ont été peu concluants et finalement, on arrive dans un terrain relativement vierge. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a une autre société de biotechnologie qui s'appelle Advent. C'est les deux premières lignes que vous voyez sur cette slide, qui travaillent sur la même cible que nous, la GP6. Alors, ils ont une protéine, c'est-à-dire ils ont l'inverse d'un anticorps, ils ont une GP6 qui va venir se fixer sur les vaisseaux et donc leur indication est plus l'athérosclérose que directement l'accident vasculaire cérébral ou l'embolie pulmonaire comme nous. Néanmoins, et je pense qu'ils nous suivent, ils viennent de commencer à développer des anticorps anti-GP6 et ce sera peut-être dans quelques années des concurrents, mais disons que nous avons au moins 8 ans d'avance sur eux. Par contre, les deux lignes suivantes sont importantes. L'argatroban et l'eptifibatide, désolé des mots des noms de médicaments barbares, ce sont deux vieux médicaments qui sont aujourd'hui génériqués. L'un est un anticoagulant, l'autre est un anti-agrégant plaquettaire. Et dans un essai clinique de grande ampleur aux États-Unis, un peu comme le nôtre, 1000 patients, ces deux médicaments sont, je vais dire, recyclés avec le même positionnement que le nôtre. Et donc, ça nous prouve, je dirais, l'intérêt des cliniciens pour améliorer l'efficacité des médicaments actuels et pour améliorer la prise en charge actuelle. Ces deux médicaments, bien entendu, comme c'est un anticoagulant et l'autre un anti-agrégant plaquettaire, ils ont un risque hémorragique. Et donc, les leaders d'opinion que nous connaissons, y compris aux États-Unis, disent que notre produit a un vrai avantage compétitif sur eux, puisque notre produit, on vient de le démontrer, ne fait pas saigner. Voilà essentiellement ce que je peux dire sur la concurrence. Et puis, il y a quelques produits nouveaux qui commencent ou qui sont non pas concurrents, mais qui pourraient être donnés en association avec notre produit. C'est le cas de la protéine C activée, la troisième ligne que vous voyez, et c'est le cas, bien entendu, des produits nouveaux qui vont remplacer l'altéplase, puisque nous serons en association avec l'altéplase. Donc, voilà ce que je peux vous dire de la concurrence. Il faut retenir une concurrence assez faible dans un domaine qui est pourtant extrêmement important. On va prendre une autre question. Hein. Vous avez parlé de vos objectifs de commercialisation en 2026. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les prochaines étapes importantes pour vous suivre
Voilà. Est-ce que qu'est-ce qui va se passer en 2022-2023 en particulier? Et comment vous suivre? Oui, alors je ne sais pas si… Oui, Yannick? Donc, on a dit que oui, je parle, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez bien? Bien. Oui, donc les prochaines étapes, c'est les résultats des 2 premières études qui vont venir dès le premier trimestre, deuxième trimestre de l'année prochaine. Dans l'intervalle qui nous sépare des premiers résultats des grandes études d'enregistrement qui seraient premier, deuxième trimestre 2023, on aura lancé les études exploratoires et fin 2025, on aura terminé notre programme et on déposera un dossier d'enregistrement, si possible dans une modalité accélérée, parce qu'on arrive avec un produit qui répond à un besoin médical non couvert, donc on peut avoir toutes les chances de notre côté et avoir des autorités qui vont nous aider dans le processus d'enregistrement, ce qui peut dire que les premiers pays pourront avoir dès 2026 le produit sur le marché et la diffusion se fera très rapidement dans toute la mesure où ce sont des centres d'excellence qui vont utiliser le produit, c'est dans des services spécialisés et que tous ces gens-là auront déjà été informés par nos essais et qu'en plus les guidelines, c'est-à-dire les lignes directrices que suivent les médecins pour prescrire, intégreront un autre produit et ses résultats. Donc par définition, très rapidement, tout le monde pourra utiliser le produit dès qu'il aura son enregistrement. D'accord. Je vais prendre aussi une autre question sur combien êtes-vous chez Acticor Biotech et où êtes-vous situé? Alors, nous sommes aujourd'hui une vingtaine. Nous allons grandir un peu, mais pas trop. Je pense que nous serons l'année prochaine 25 environ, parce que, comme vous l'avez vu, les essais cliniques, même si nous sous-traitons beaucoup de choses, nécessitent du management et du management très professionnel. Donc, nous allons un peu augmenter. Notre siège social est toujours dans l'unité INSERM à l'hôpital Bichat, où nous avons un petit laboratoire, mais uniquement pour valider les tests que nous faisons sur le produit ou certains tests que nous faisons chez l'homme ou chez l'animal. Donc, un petit laboratoire, juste une personne. Et puis, nos bureaux sont aujourd'hui situés dans la pépinière de l'hôpital Cochin à Paris, donc dans le 14e arrondissement. J'ai une autre question sur la stratégie à long terme. Est-ce que vous pensez procéder plutôt par développement interne ou par partenariat ou est-ce que vous envisagez un rachat, pourquoi pas? Eric, tu veux Oui, présenter? Oui, en fait, effectivement, on n'a pas vocation Acticor n'a pas vraiment vocation à commercialiser le produit. C'est un produit qui, normalement, doit être commercialisé à l'échelle mondiale. Et donc, on devrait s'appuyer normalement sur une société pharmaceutique qui a un réseau mondial pour commercialiser ce produit rapidement sur une large échelle. Donc, on a vocation soit à le partenarier, soit à être acheté entre les premiers résultats d'efficacité et l'autorisation de mise sur le marché du produit. Ce qu'il faut rajouter également à cette question, c'est que le marketing de ce type de produit est finalement assez facile parce que lorsque le produit est enregistré et que son efficacité a été prouvée dans des essais cliniques comme ceux que nous faisons, les cliniciens les connaissent le produit et le produit est inscrit dans ce que l'on appelle des guidelines, c'est-à-dire des recommandations qui sont des recommandations médicales qui s'applique dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, on peut dire que dans tous les pays du monde, on traite de la même façon l'accident vasculaire cérébral et donc l'effort marketing pour vendre un produit de ce type qui est purement hospitalier est assez faible à partir du moment où son efficacité a été démontrée. Donc là encore, la logique voudra que ce soit un partenaire pharmaceutique qui ait le réseau, non pas le réseau de vente au sens visiteurs médicaux, mais le réseau de distribution mondiale pour distribuer ce produit. Bon, et si vous le permettez, je vais prendre, c'est non pas une question, mais plutôt une contribution d'un participant. Hein. Je vais vous la lire. Bravo pour le travail que vous faites, pour la recherche de ce produit dont on peut tous avoir besoin un jour ou l'autre. Ça donne envie de participer à ce projet. Voilà. Merci beaucoup. Je note.
Voilà. Je m'adresse à nous tous. Je ne nous le souhaite pas, mais vous avez raison. C'est un produit qui, je l'espère, sera utile pour des gens malheureusement qu'on connaîtra. Voilà. Et aussi un autre qui dit merci, c'était très clair. Voilà. Pour ma part, on avait un petit peu au bout de ce webinaire, donc je remercie bien sûr à tous ceux qui ont posé des questions. Je vous remercie bien sûr, vous quatre, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je dis juste un petit mot ainsi pour ceux qui connaissent pas EasyBourse. J'ai une petite slide qui disait effectivement le service commercial EasyBourse, comment faire. Elle doit être un peu plus loin dans la présentation. Si vous voulez la présentation, envoyez-nous un email et je peux vous envoyer la présentation. Voilà exactement notre numéro vert si vous n'êtes pas client EasyBourse. Si vous êtes déjà client, eh bien, il y a notre numéro du service client, notre email pour vous aider, vous guider et notamment vous guider pour souscrire, pourquoi pas, à cette opération. Voilà. Donc, je vous donne le mot de la fin et je vous dis bonsoir à vous tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Bonne soirée.